Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où on retourne aujourd'hui avec plaisir en Irlande avec Déborah Alifa. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors Déborah, je vais commencer comme c'est de tradition dans l'émission Histoire en série par vous présenter. Vous êtes actuellement en 3e année de doctorat de l'Institut d'Histoire de la Philosophie de l'Université d'Aix-Marseille et guide conférencière bilingue à la maison d'exil de Victor Hugo, Hauteville House, sur l'île anglo-normande de Guernesey. Vous avez été diplômé d'un master Ère culturelle du monde anglophone en 2018, au cours duquel vous avez écrit un travail encadré de recherche sur la représentation des femmes dans l'historiographie de la Pâque sanglante de 1916 et un séminaire final sur l'évolution de la représentation biographique de Constance Markievicz, une nationaliste et une femme politique irlandaise. Votre thèse, elle, se concentre sur la concrétisation d'un nouveau cadre théorique et pratique de la recherche biographique féminin et féministe. Vous deviez écrire cette année un article universitaire sur tous ces thèmes-là, si votre emploi du temps le permettait, et vous avez participé aussi à des séminaires de doctorants et doctorantes de l'IHP en 2020, au cours duquel vous avez présenté vos recherches et votre sujet de thèse à une audience de doctorat et de professeurs. Voilà, vous avez également été rédactrice, par exemple, d'un guide d'expatriation pour Londres avec la maison d'édition Overseas Editions, et vous êtes aussi rédactrice collaboratrice au journal des Bonnes Nouvelles, pour lesquelles vous écrivez la rubrique des livres du mois. On a toutes les références, vous les trouvez sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Alors, on vous avait compris, votre spécialité, Déborah, c'est l'Irlande. C'est un moment important de l'Irlande pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on va appeler les Pâques sanglantes. Alors, on va y revenir juste après, mais avant, comme c'est aussi une tradition dans la série, est-ce que vous pourriez nous présenter la série qui va servir aujourd'hui de toile de fond pour parler de l'Irlande et des Pâques sanglantes et nous en faire bien sûr le pitch? Oui, absolument. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, Rebellion est une mini-série créée par Colin Tevan et qui est sortie sur les petits écrans sur la chaîne RTE1, une chaîne de télévision irlandaise. Elle est divisée en 2 saisons de 5 épisodes chacune, mais je vais me concentrer sur la première qui est à propos de ce que l'on peut considérer vraiment comme la naissance de la République d'Irlande. La série est une adaptation télévisée des événements de la Semaine des Pâques sanglantes de 1916, à Dublin plus particulièrement, même si elle a pris place un petit peu partout en Irlande. J'ai choisi de discuter de cette série parce que l'histoire irlandaise est déjà en soi fascinante, mais plus particulièrement parce que la période révolutionnaire irlandaise est on ne peut plus intéressante d'un cadre genré, vu que beaucoup de femmes ont participé à cette révolte. La série est racontée d'après les points de vue de 3 personnages féminins principaux. Elizabeth Butler, jouée par Charlie Murphy, Frances O'Flaherty, jouée par Ruth Bradley, et May Lacey, jouée par Sarah Greene. Ces 3 personnages sont fictionnels, mais tout au long des 5 épisodes, on peut voir des noms célèbres de cette rébellion comme James Connolly ou encore Constance Markievicz. Déborah Alifa, une première question peut-être, ça serait de revenir sur, on l'a dit en introduction, sur ce moment vraiment hyper important dans l'histoire de l'Irlande au XXe siècle qui va lancer quelque part, en tout cas qui va marquer un tournant dans l'histoire nationaliste de ce pays-là. C'est ces Pâques sanglantes de 1916, on est en pleine Première Guerre mondiale. Alors, pourriez-vous, pour les auditeurs et les auditrices qui ne sont peut-être pas au fait de ces questions-là, revenir sur ces événements-là, nous représenter qui sont ces nationalistes et finalement sur quoi vont déboucher ces Pâques sanglantes de 1916, je l'ai dit, tournant dans l'histoire de l'Irlande? Absolument. Alors, brièvement raconté, parce que si on rentre dans les détails, on peut en avoir pour des heures avec l'histoire irlandaise. Les événements ont pris place bien avant 1916 et depuis que l'Angleterre a décidé d'occuper le pays, il y a de ça plusieurs siècles vraiment, l'Irlande a essayé encore et encore de se révolter, mais c'est vraiment au début du XXe siècle qu'il y a eu une recrudescence de rancœur de la part des nationalistes irlandais. De nombreux groupes nationalistes ont été fondés plusieurs années avant 1916 et à des fins initialement socialistes, mais qui ont été au centre de la révolte. Des groupes comme Irish Citizen Army, l'armée citoyenne irlandaise, Na Fianna Éireann
les soldats irlandais, ou encore Cumann, le Conseil des femmes, un des seuls groupes nationalistes irlandais féminins. Ces groupes ont déclenché un enchaînement d'incidents en occupant des bâtiments clés de Dublin, comme le quartier de St. Stephen's Green, la mairie, ou encore le bureau général de poste, appelé GPO pour General Post Office. Et c'est au GPO que tous ces événements ont commencé, le 24 avril 1916, où Patrick Pearse, commandant en chef au GPO, a lu la proclamation de la République d'Irlande, donc appelée Proclamation of the Irish Republic, qui était adressée aux hommes et aux femmes. Une première pour l'histoire irlandaise, parce que cette proclamation était censée placer vraiment les hommes et les femmes sur un pied d'égalité, dans une vision très utopique de l'Irlande. Plusieurs jours après cette première lecture publique, les rebelles ont été grandement surpassés et vaincus. Cette semaine se termina par l'exécution des 16 leaders et l'arrestation de centaines de participants, puis par la déportation, par leur déportation dans des prisons écossaises et anglaises pour la plupart d'entre eux. Parmi ces rebelles, autour de 300 femmes ont participé aux Pâques sanglantes, mais il a fallu plusieurs décennies pour que cela soit un fait reconnu, accepté, inclus dans l'histoire du pays. Cette inclusion a débuté concrètement à partir des années 1960 et 70, grâce à la deuxième génération d'universitaires féministes. Avant cela, autres que des femmes comme Constance Markievicz, Anna Sheehy-Skeffington ou encore Margaret Skinner, les femmes étaient simplement reléguées à l'ombre de l'histoire et de la société. D'où le moment crucial de la sortie de la série. En effet, 2016 fut l'année du centenaire de la révolte des Pâques sanglantes, et que l'accent soit mis sur la participation des femmes d'un événement aussi important de l'histoire est significatif de l'évolution de l'inclusion des femmes dans cette période historique particulière. Cela a aussi un effet spécifique sur le processus d'identification cognitive féminin que de voir des modèles féminins révolutionnaires à la télévision. La série a été critiquée comme étant trop adoucie et trop romancée, mais ce n'est pas ce dont je souhaite discuter. Pour moi, la série représente très bien l'histoire d'un point de vue genré, en mettant en avant la vie des femmes à cette époque, et je pense que le fait que les femmes soient au centre de cette adaptation est positif, justement à la cognition et assimilation féminine. L'historienne Sinéad McCool a écrit que de faire partie des groupes nationalistes et de participer à la révolte furent comme des déviances par rapport au rôle des femmes à l'époque et vues comme incompatibles avec leur rôle de mère de famille, épouse et amoureuse. Nous pouvons donc comprendre le degré d'impact de voir des femmes participant courageusement au Easter Rising à la télévision nationale. D'un premier coup d'œil, les personnages ne sont pas particulièrement extraordinaires. Le premier épisode débute avec Elizabeth, Frances et May qui dansent et chantent Three Little Maids from School Are We, un classique anglais, et sont sur le point de commencer leur vie active quand l'alarme de déclaration de guerre de 1914 retentit, signifiant que l'Irlande, en tant que membre du Royaume-Uni, doit y participer pour aider les troupes. Après un saut temporel, on se retrouve en 1916, avant la révolte, et on y retrouve Elizabeth, qui étudie la médecine et qui participe secrètement à des activités socialistes et nationalistes. Frances, elle, milite ouvertement contre la conscription irlandaise et prend part à l'école de Patrick Pearse, la Irish Language School, où ils enseignaient aux jeunes garçons à parler irlandais, certes, mais aussi à se battre et utiliser des armes à feu. Et May, de son côté, est secrétaire au château de Dublin et vit une liaison avec son employeur. Déborah Lifa, on l'a compris aujourd'hui, on va parler de l'Irlande, mais on va voir l'histoire irlandaise à travers des portraits de femmes à travers cette fiction, Rébellion. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez nous présenter en premier qui sont ces personnages principaux féminins dans la série et nous les resituer dans le rôle qu'elles ont pu jouer dans cette série sur justement cette rébellion par rapport aux Britanniques. Absolument. Alors, je vais commencer par parler de deux des personnages principaux et de la représentation des femmes du Rising de leur point de vue. Donc, je vais parler de Elizabeth et Frances, leur histoire et leur pertinence vis-à-vis de la révolte d'une perspective historique contemporaine et féministe. Donc, je vais me concentrer tout d'abord sur le personnage d'Elizabeth, ou alors Lizzie, comme ses amis l'appellent dans la série. Comme je l'ai dit, elle étudie la médecine, elle vient d'une famille aisée et participe secrètement à des rassemblements socialistes et nationalistes.
Son compagnon, en étant en permission à Dublin des suites d'une blessure au front, va la voir et la demande en mariage. Une demande qu'elle accepte, et tout le mariage doit être vite organisé avant qu'il ne reparte. Son fiancé, maintenant, défend le Royaume-Uni et le Home Rule avec ferveur, et on peut le voir chantant de tout cœur l'hymne britannique pendant que Elisabeth, elle, ne chante presque pas et est clairement mal à l'aise. Une partie de son histoire se concentre également sur le fait qu'elle entretient une relation très ambiguë avec Jimmy Mahon, un nationaliste qui habite dans les quartiers pauvres de la capitale et qui travaille avec James Connolly. Mis à part cela, elle participe aux préparations de révoltes qui se tiennent au College of Surgeons, aux côtés de Dr. Kathleen Lean et Constance Markievicz, qui ont toutes deux bien existé et ont participé au Rising. On peut ressentir pendant les 2 premiers épisodes les conflits internes qu'Elisabeth On peut ressentir pendant les 2 premiers épisodes les conflits internes d'Elisabeth face à son mariage et sa famille pour finir par choisir son pays. Elle va même jusqu'à accuser son propre père de voler l'argent aux pauvres dublinois. À ce sujet, elle me rappelle beaucoup Markievicz, que j'ai maintenant mentionné quelques fois, qui venait également d'une famille anglo-normande, anglo-irlandaise, bourgeoise, et avec un père qui travaillait du côté des propriétaires anglais. Similairement à Elisabeth dans Rebellion, Markievicz ressentait également le besoin d'aider les gens et de sauver son pays des envahisseurs anglais. Toutefois, contrairement à Constance Markievicz, qui s'est bien mariée, Elisabeth, elle, ne va pas jusqu'au bout et s'enfuit de la calèche à la fin du premier épisode pour se changer et joindre la rébellion. Durant cette scène, on voit une femme vêtue d'une longue robe et d'un long manteau bleu qui fait partie des rebelles en uniforme qui tirent sur les Anglais de tous les côtés. Une femme qui semble quelquefois regretter sa décision, mais qui finit par en être fière. Il y a une scène qui me plaît beaucoup et qui montre cette fierté, justement. Ce n'est pas une scène particulièrement marquante sur toute la série, mais que j'ai beaucoup appréciée. On se trouve à la prison de Kilmainham, à Dublin, après la révolte. Et George, donc le personnage qui joue donc l'avocat qui s'occupe du cas d'Elisabeth, et aussi le meilleur ami du frère de cette dernière, lui dit, je cite, « Je ferai mon possible, je demanderai la clémence de la cour. Dites que vous avez été fourvoyé par ce type, ce Mahon, qu'il vous a influencé. » Ce à quoi Elisabeth répond, pourquoi les hommes pensent toujours que dès qu'une femme s'engage, c'est parce qu'elle est amoureuse d'un homme ou qu'elle a été fourvoyée par cet homme? Il lui dit « Désolé, je voulais seulement vous aider. » Et là, elle s'exclame « Je sais ce que vous faites, ce que tout homme fait à toute femme, mais je sais me faire ma propre opinion, Georges. » Et ce n'est pas une scène qui paraît importante aux yeux de toute l'histoire qui est contée. Elle se déroule dans la prison où Lizzie est détenue, elle est sale et pleure. Mais le fait qu'elle garde la tête haute au travers de cette épreuve et de cette conversation montre qu'une femme qui pleure n'est pas équivalent à une femme faible, mais qui équivaut bien à de la force de caractère. D'une certaine manière, cette scène et la représentation du personnage de Lizzie sont des bons moyens de mettre en scène le fait que les femmes qui ont participé à la révolte n'ont pas été fourvoyées ou influencées, mais qu'elles savaient se faire leur propre opinion et ont choisi de participer comme elles le pouvaient. Je vais maintenant discuter un peu du personnage de Frances. Donc, elle fait partie du mouvement nationaliste et milite publiquement contre la conscription irlandaise. Elle est de ce fait la plus convaincue des 3 femmes de la série. Elle observe Patrick Pearse avec admiration, mais réalise dans le 2e épisode que celui-ci n'est pas le héros qu'elle pensait quand basé au GPO, et lui dit que tous les membres de Cumann, donc le groupe, le conseil des femmes, doivent se rendre dans les cuisines ou les pièces médicales, c'est-à-dire que les hommes se battent et les femmes sont à la cuisine ou s'occupent des blessés, ce qui, comme nous le savons, sont les rôles qui étaient relégués aux femmes pendant des décennies et encore plus durant les périodes de guerre. Elle dit à Pearse qu'une femme est tout aussi capable qu'un homme ou qu'un jeune garçon d'appuyer sur la détente pour ensuite lui déclarer qu'elle pensait qu'il considérait les femmes comme ses égales, ce qui bien sûr nous renvoie à la proclamation qu'il a lui-même lue. Frances n'en est pas pour autant découragée et ne se laisse pas abandonner aux normes sociétales de genre de l'époque qui lui sont assignées par son supérieur. Elle continue à aider les rebelles irlandais en faisant passer des informations.
Elle fait cela en jouant avec son image dans le troisième épisode, c'est-à-dire qu'elle se débarrasse de ce qui peut être considéré comme une tenue masculine, qui est juste un uniforme de combat, pour revêtir une tenue plus féminine, et ce qui va lui permettre de passer au travers des barricades anglaises. Et c'est un très bon plan, car les soldats anglais, dans cet épisode-là, ne la suspectent pas longtemps quand un soldat, qui est d'ailleurs le fiancé d'Elisabeth, explique qu'ils sont là pour protéger les civils, et plus particulièrement les femmes et les enfants. Ce qui est ironique si l'on prend en compte que Frances est capable d'utiliser l'arme qu'elle a cachée dans son panier. Le fait de dissimuler son identité de rebelle pour passer incognito auprès des soldats anglais me rappelle une autre femme qui a réellement participé au soulèvement de 1916, Margaret Skinner, qui est connue, entre autres, pour avoir changé de tenue de masculine à féminine pour se faufiler dans les rues pendant la semaine des Pâques sanglantes. Ce qui est intéressant à propos de ce personnage fictif est qu'au début de la série, elle idéalise beaucoup Patrick Pearce, et on pourrait même penser qu'elle est amoureuse de lui, un amour très déplacé, certes, mais on se rend compte durant un dialogue entre elle et May que ce n'est pas exactement cela. Ce que Frances dit à son amie décrit très bien son personnage parce qu'elle lui raconte que pendant des années, elle a participé à des clubs et à des sociétés secrètes dans lesquelles les hommes parlaient de liberté en lui disant à elle ce que c'était, mais elle ne l'avait jamais vraiment compris ou connu avant la semaine de rébellion. Elle dit à son amie que c'était la première fois où elle s'est sentie libre. Elle embrasse ensuite May, mais nous ne savons pas exactement si cela est par amour, amitié ou juste le trop-plein d'émotions de son propre monologue. Maintenant, je vais aborder le sujet de May, le troisième personnage principal, qui est un peu plus complexe. Donc May est vers qui je veux me tourner maintenant. On commence la série en la voyant vivre avec Frances et sa tante et travailler en tant que secrétaire au château de Dublin. On apprend ensuite qu'elle vit une liaison avec son employeur marié et anglais. Le fait qu'il soit anglais semble alors presque pire que le fait qu'il soit marié, étant donné la période. Je vais me servir du personnage de May et de son développement dans la série, non pas pour parler de sa féminité ou bien de son rôle plus ou moins absent dans la rébellion, mais pour aborder le sujet de la représentation de la grossesse en dehors du mariage en Irlande et par la même occasion des amitiés entre femmes. Déborah, c'est très intéressant cette idée de parler véritablement ici des femmes et surtout de cette notion importante qui est au cœur de la série, c'est la notion véritablement d'amitié féminine, d'amitié entre les femmes. Et vous l'avez souligné, des femmes qu'on attend peut-être dans des rôles, on va dire, très classiques, et pourtant on se rend compte que finalement chacune d'entre elles va jouer un rôle majeur dans cette histoire-là et sont bien mises en avant dans la fiction. Alors, commençons peut-être par l'amitié. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette amitié entre femmes dans la série ? Alors, l'élément, tout d'abord, d'amitié entre femmes est quelque chose qui revient beaucoup dans mes études, du fait que dans les études biographiques féministes, dont je fais partie, les amitiés entre femmes sont parmi les éléments les plus importants pour comprendre la vie des femmes et les relations qu'elles entretenaient, que ce soit des relations platoniques ou amoureuses. Dans Rebellion, May semble être la colle inconsciente qui relie Frances et Elizabeth, car ces deux ne conversent pas du tout, que cela soit avant, pendant ou après les événements de la Pâque sanglante. Cependant, comme je l'ai dit, May habite avec Frances. Elle parle, se dispute, et May visite de son côté Elizabeth. Au travers de son histoire dans la série, on peut voir qu'elle est entourée de femmes qui l'aident en grande partie. Une revue du journal irlandais The Irish Times, qui a décrit Frances comme une dérangée, a décrit l'intrigue de l'histoire de May comme plate et sans originalité, ce qui est pour moi une description quand même très superficielle du personnage et de ce qu'elle vit. Son histoire est peut-être plate au premier coup d'œil, mais son intrigue ne l'est pas. En effet, plusieurs obstacles se dressent sur son chemin, comme espionner le gouvernement anglais pour Frances et donc risquer la prison, avoir une liaison avec un homme marié mais ne sachant pas où cela l'amènera, et enfin tomber enceinte de cet homme. Je parlerai de ce dernier point dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord mettre en avant l'importance de l'amitié féminine dans son histoire, la manière avec laquelle Frances et Elizabeth parlent à May et offrent leur aide à May ne la réduit pas à moins que ce qu'elle est et ne l'infantilise pas surtout. Elle reste leur amie et Frances, en offrant son aide, est prête à tout. C'est aussi le cas d'Elizabeth. Quand May apprend qu'elle est enceinte, son amie lui propose de l'aider financièrement.
Et ces amitiés entre femmes, en étant montrées dans un tel contexte, nous démontrent que les femmes ne sont pas à visualiser dans un moule de regard masculin. Ce regard masculin, ou male gaze en anglais, est une théorie qui est revenue assez souvent ces dernières années. Et la notion a été présentée par Laurel Mulvey dans son livre Visual and Other Pleasures, publié en 1989, dans lequel elle a expliqué que le sujet féminin des médias a été et est créé par et pour les hommes. Ce faisant, la vision des femmes, qui a été présentée via de nombreuses manières audiovisuelles, a été, pour la plupart, irréaliste et superficielle. Le regard masculin a également été présent dans le cadre historiographique du monde occidental, comme les récits de la période révolutionnaire irlandaise. Les femmes qui participèrent à cette période et qui furent incluses dans les commémorations au fil des ans furent représentées comme étant extraordinaires ou dans certains cas, dépourvues de féminité, ce qui était bien entendu censé souligner la dimension exceptionnelle de ces femmes. L'inclusion de ces femmes dans l'historiographie irlandaise est maintenant, pour ainsi dire, célébrée. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, et les historiennes irlandaises y ont tâché depuis les années 1970 et 1980. Dans l'ouvrage dirigé par Una Foley, Women and the Decade of Commemorations, la chercheuse Mary McAuliffe a écrit un chapitre à propos des femmes de 1916 qu'elle a intitulé Remembered for Being Forgotten, qui se traduit par être souvenu pour avoir été oublié, ce qui est très pertinent à ce sujet. Elle a elle-même expliqué que l'inclusion des femmes dans l'historiographie révolutionnaire fut un processus de réécriture, récupération et répétition, et ce par les historiennes et chercheuses qui ont majoritairement été ignorées par le grand public. McAuliffe met en avant le regard masculin sur lequel est fondée l'histoire avec un grand H, mais aussi les médias, car elle questionne le fait qu'après plusieurs décennies de recherche sur le rôle des femmes lors de la période révolutionnaire irlandaise, le récit prédominant masculin demeure justement cela, dominant. La chercheuse mentionne même le fait que le réalisateur de Rebellion, Colin Tiven, n'avait aucune idée qu'autant de femmes avaient participé au Rising de 1916. Le fait qu'il les ait mis à l'écran, en plus de montrer des amitiés féminines relativement saines et normales, met à l'écart le fait qu'encore de nos jours, les amitiés féminines sont très mal représentées dans les médias. Les liens d'amitié entre May, Lizzie et Frances, dans un contexte de Pâques sanglante, est pour moi particulièrement bien trouvé pour la représentation des amitiés féminines et des femmes de l'Easter Rising. Déborah Alifa, vous nous avez présenté ce personnage féminin qui tombe enceinte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce personnage-là, sachant que la période à laquelle on est au tout début du XXe siècle, c'est une relation qui est bien sûr hors mariage, donc quelqu'un qui tombe enceinte dans un pays qui plus est très croyants et catholiques comme l'Irlande. On sait qu'il y a eu tout au long du XXe siècle en Irlande de nombreux exemples autour justement d'orphelinats qui accueillaient ces enfants nés hors mariage. Alors, comment s'est montrée cette question-là qui est quand même centrale en Irlande au XXe siècle ? Alors, le sujet de la grossesse en dehors du mariage a toujours été un sujet très particulier et tabou surtout en Irlande, comme vous l'avez dit, du fait de la répression de la sexualité par l'Église catholique irlandaise, ce qui a rendu le sexe et tout ce qui entoure le sujet comme étant un péché, un vrai péché catholique. Ce à tel point que pendant des siècles, les femmes qui tombaient enceintes en dehors du mariage, que cela soit des femmes célibataires ou encore même des prostituées, devenaient ce que l'État appela en anglais des fallen women, des femmes tombées. Afin de contrôler ces femmes et de les tenir à l'écart du regard public, l'Église catholique irlandaise a fondé les Magdalene Asylums et Laundries, comme les laveries, mais à ce moment-là mises en marche et actionnées par ces femmes, et ce pour très peu, voire aucun salaire. Leur travail était éprouvant, quelquefois violent de la part des bonnes sœurs qui les dirigeaient. Et lorsque ces femmes accouchaient, leur bébé leur était retiré et était placé pour adoption, généralement aux États-Unis. Cet état d'esprit a été encore plus cultivé par la fondation de l'État libre irlandais en 1922. Cependant, afin d'éviter la honte pour elles et leurs familles, que cela soit avant
ou après 1922, certaines de ces femmes commirent des infanticides, ce qui fut également un gros problème en Irlande si l'on considère que de 1850 aux années 1900, plus de 4600 cas d'infanticide, tentatives d'infanticide et dissimulation d'accouchement ont été reportés. Il y a bien sûr une corrélation entre la honte, le contrôle du corps des femmes, l'illégitimité, les infanticides et le péché. On voit ceci, par exemple, avec un article datant de 1856 du journal Tralee Chronicle and Killarney Echo, où les bébés qui sont nés de l'asile du comté de Kerry sont décrits comme les enfants du péché ou la progéniture du péché. La professeure Maria Rudy a estimé qu'entre 1923 et les années 1970, donc relativement récemment, il y eut autour de 1900 naissances illégitimes par an. Elle nota très clairement qu'en 1928, les mères célibataires étaient des problèmes politiques et sociaux. Il y a à ce propos un livre fascinant écrit par Diarmaid Ferret intitulé Occasions of Sin, Sex and Society in Modern Ireland, dans lequel il a analysé les archives irlandaises et l'historiographie afin d'établir une histoire du sexe et de la sexualité dans le pays de 1845 à 2005. Il a écrit en anglais A history of sexuality raises the question not just of religion and morality, but also of public health, the attitude of the medical profession to reproduction, the operation of the criminal law system, the application of legislation, the age of consent, demographics, living standards and conditions, education, the role of the family and patriotism, and ultimately the uses and abuse of power. Donc il met en avant cette histoire de la sexualité qui a des répercussions sur la santé publique, sur l'attitude des professions médicales, sur le système des lois criminelles et même sur l'utilisation du pouvoir et même l'abus du pouvoir. Donc en gardant ce contexte très spécifique à l'esprit, on peut commencer à comprendre la situation très épineuse dans laquelle se trouve May. En pleine période de rébellion, comme vous l'avez dit, elle se retrouve enceinte en tant que femme célibataire, ayant une liaison avec un homme anglais marié. L'acte même d'avorter était hors de question, et un délit criminel à cette époque, comme il était décrété dans le livre des lois irlandaises depuis 1861. Il est d'ailleurs encore de nos jours dans la section Attempt to procure abortion au paragraphe 58-59, alors que l'avortement a enfin été légalisé en 2018 en République d'Irlande. De ce fait, même si May décidait de garder l'enfant, elle deviendrait une de ces femmes déchues dont l'Irlande avait tellement honte. Lors de sa conversation avec Lizzie, où cette dernière lui demande, vu qu'elle ne pourra pas retourner à son travail au château de Dublin, si elle rentrera chez elle, c'est-à-dire chez ses parents. Ce à quoi May répond « Et faire honte à mon père, on n'est pas compréhensif envers les femmes déchues à Dublin, alors encore moins dans une petite ville à Cork. » Et cela nous montre exactement ce que nous avons besoin de savoir sur le statut de ces femmes dans tout le pays à cette époque, et qui le restera vraiment des années durant. D'ailleurs, May sera, un peu plus tard dans les épisodes, insultée de prostituée par la femme de son employeur avec qui elle sera obligée de rester et qui est compréhensiblement énervée, mais dit avoir l'habitude que son mari ait des relations extra-conjugales. Elle précise toutefois à May que c'est la première à avoir essayé un tel piège de se rendre enceinte, qui est dit en anglais d'ailleurs « getting yourself pregnant », ce qui pousse entièrement le rôle principal du mari hors de l'image et rejette entièrement la faute sur la femme. Cela était aussi souvent le cas dans les affaires de mères célibataires et d'infanticide, où le rôle du présumé père n'était ni questionné, ni remis en question. Que cela soit volontaire ou non, en incluant cette intrigue, Rebellion met en avant les épreuves qu'éprouvaient certaines mères célibataires tout en offrant une autre vision de ce que d'autres femmes, que des combattantes ou infirmières, ont fait lors de la semaine de la rébellion. L'histoire de Frances est aussi intéressante de ce point de vue, représentation des femmes irlandaises, parce qu'elle mentionne dans une scène être une orpheline bâtarde, je cite, c'est-à-dire une enfant illégitime. Sa tante lui dit précisément qu'elle a eu de la chance pour une enfant illégitime, et cela nous montre que la honte et le déshonneur vraiment qui étaient attachés aux mères célibataires restaient avec leurs enfants quand ces enfants survivaient.
La tante finit par lui conseiller, voire lui ordonner, d'arrêter ses activités en tant que rebelle parce que, similairement à sa mère, il y a eu une sorte de fureur dans son sang et que, comme sa mère, Frances aurait de mauvaises fréquentations. Et pour remédier à cela, elle lui aurait trouvé un emploi en tant que femme de ménage chez un homme veuf qui serait plus en mesure de se charger d'elle et de l'aider à se débarrasser de ses notions. Dans un contexte de contrôle des femmes et de leur corps, on peut relever ici la notion de fureur en lien avec la folie et l'hystérie, dont on sait qu'il y a une longue histoire reliée aux femmes. Avoir des mauvaises fréquentations nationalistes et un homme pour se charger au mieux d'elles ont un point commun, l'influence des hommes. En effet, dans un cadre de déconstruction androcentrique, nous avons là une corrélation directe entre la honte, l'influence et l'innocence. Durant des siècles, la société irlandaise a représenté la femme irlandaise comme une créature pure, idéale et nourricière. Et quand cette créature n'était pas déshonorée, blâmée ou encore mise à l'écart, elle était dite avoir été influencée parce que son esprit était faible et ne pouvait être sauvée que par la religion et les hommes. Ironie du sort, la mauvaise influence serait venue des hommes et la bonne influence également des hommes. Cela n'était bien sûr pas uniquement le cas en Irlande. Toutefois, ces éléments étaient consolidés par l'État et l'Église qui partageaient le pouvoir dans le pays. David Ferriter a cité d'ailleurs le fondateur du parti politique Sinn Féin qui a décrit les Irlandaises en tant que les créatures les plus vertueuses du monde et déclara que le gouvernement a très bien gardé les charmantes Irlandaises charmantes. La notion que les femmes doivent être vertueuses et pures afin d'être respectées par les hommes et donc par la société est très révélatrice quant à la vision par laquelle les femmes ont été opprimées pendant des siècles. En conclusion de cette émission sur la série Rébellion, qui montre, on l'a vu, hein, ces Pâques sanglantes à l'origine de la future indépendance de la République d'Irlande, hein, de l'ère, vis-à-vis de la couronne britannique. Vous l'avez, cette émission, axée sur ce qui est au cœur de vos recherches, c'est-à-dire l'histoire genrée, l'histoire des femmes. Vous nous avez bien montré ces exemples féminins, mais qu'est-ce que les auditeurs et auditrices doivent retenir finalement alors de cette série-là? Alors, en fin de compte, les 3 points que j'ai abordés par rapport à Rebellion, la représentation des participantes par le biais des personnages de Lizzie, Frances et May, leur amitié et la question de la grossesse en dehors du mariage, sont tous 3 finement liés à l'inclusion des femmes dans l'historiographie de l'époque révolutionnaire irlandaise et dans les conceptions médiatiques. Je pensais initialement qu'il serait compliqué pour moi de relier les thèmes que j'ai choisis tout en essayant de ne pas donner une leçon justement d'histoire ou de féminisme, ce que j'ai finalement fait, pas entièrement volontairement, mais qui était inévitable, surtout quand on regarde la série d'une perspective féminine et féministe. En effet, en analysant ces éléments via un objectif historique et féministe, on peut se rendre compte de la dimension transgressive qui est omniprésente, hein, vraiment, que cela soit dans la vision des femmes dans l'insurrection, des femmes à la télévision et de la représentation de leurs relations et amitiés, et même dans la représentation des familles irlandaises en général, en se penchant sur la société, l'identité, les traditions et la sexualité. Dans Women and the Decade of Commemorations, Laura McAtakney a écrit à propos des femmes de 1916 qu'elles n'étaient pas inconnues, mais que beaucoup étaient des femmes ordinaires et probablement humiliées et ostracisées à cause de leur rôle transgressif dans le conflit. Elle a insisté sur l'aspect transgressif justement de ces femmes ayant participé à la rébellion. Et selon moi, ça démontre que cette participation allait à l'encontre de la place physique et métaphorique qui leur était donnée par la société de cette époque en tant que femmes et en tant que citoyennes irlandaises. Voilà pourquoi la saison 1 de la série de Rebellion dépeint volontairement ou pas les risques que les Irlandaises étaient capables de prendre pour défendre leur pays, certes, mais surtout pour elles-mêmes. Merci beaucoup Déborah pour cette émission sur la série Rébellion qui montre donc les débuts de l'indépendance de l'Irlande à partir de 1916. Donc série, vous l'avez dit, en 2 saisons. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, à la fois, vous l'avez dit, hein, sur les questions de féminisme, sur les questions autour de l'Irlande du Nord, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission. Rendez-vous sur Histoire en série
série.com. Déborah, vous avez aussi, on va le citer, fait avec notre camarade Morgane Julia une émission sur la même série mais en VO anglaise pour celles et ceux qui voudraient entendre votre bel accent anglais. On vous retrouve là aussi cette émission sur notre site internet et sur, comme toutes les émissions d'Histoire en série, sur Spotify, YouTube et toutes les grandes plateformes de podcast. Merci vraiment pour ces 2 émissions, Déborah, et puis vous revenez quand vous voulez parler de femmes ou d'Irlande. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a stranger animal.